L'argument d'autorité, c'est lorsque l'on fait appel à une autorité pour appuyer une thèse. Dans certains cas, c'est justifié, mais très souvent, ça ne l'est pas, et il s'agit alors d'un procédé manipulatoire, d'un sophisme. Mais comment donc distinguer entre ces deux cas, entre le bon et le mauvais argument d'autorité, entre le justifié et le fallacieux? Eh bien, deux exemples dans l'actualité récente, illustrant respectivement chacun de ces deux cas, vont nous aider à répondre à cette question. Le premier concerne la thèse de l'origine humaine du réchauffement climatique. Dans ce cas, il est difficile de se faire une opinion par soi-même, car cela nécessite un accès à de nombreuses données, des calculs complexes et des compétences pointues. Il est donc parfaitement rationnel de s'en remettre à l'avis d'experts sur le sujet ayant fait, bien sûr, les calculs nécessaires. Et cet avis sera d'autant plus fiable qu'ils sont nombreux à être d'accord entre eux. Plus exactement, on peut considérer le pourcentage d'experts dont l'avis converge ainsi, qui est actuellement supérieur à 99%. Et j'ajouterai qu'une telle convergence est d'autant plus fiable qu'il existe de puissants intérêts à contester cet avis. Ce qui est bien le cas ici, la contestation émanant d'industriels des énergies fossiles, ainsi que de partisans d'un capitalisme sans entrave, lesquels précisément ne manquent pas de moyens financiers. Et à propos de contestation du réchauffement climatique, on a eu, à contrarion, un exemple d'appel à l'autorité fallacieux, avec une lettre ouverte qui avait pas mal circulé sur les réseaux sociaux il y a quelques années de cela, et que vous pouvez lire à l'écran, et qui invoque un total de 500 scientifiques et professionnels contestant l'urgence climatique. Pourquoi est-ce ici fallacieux? Eh bien, parce que les substantifs professionnels et scientifiques impressionnent, font autorité, mais ces autorités ne sont pas suffisantes ici. C'est évident pour professionnels. Un garagiste, c'est un professionnel. Mais même scientifique n'est pas suffisant, car la connaissance humaine est vaste, d'où la nécessité d'une spécialisation, et là, il faudrait que l'on ait au moins affaire à des climatologues. Or, si l'on parcourt la liste des signataires de cette lettre ouverte, on n'y trouve pratiquement aucun climatologue. De plus, on remarque que l'initiateur de cet appel, qui se présente comme un géophysicien et surtout un ancien ingénieur de chez Shell, une entreprise pétrolière donc, est mis en avant aussi dans cette liste un prix Nobel, sauf qu'il s'agit du prix Nobel d'économie, pire, d'un économiste de l'école de Chicago, donc connu pour son capitalisme extrémiste. Donc voilà, de là à supposer des conflits d'intérêts. Alors notons, cela dit, qu'ils avancent des arguments sur le fond, mais ceux-ci sont assez faciles à réfuter avec un minimum de culture scientifique. La plus drôle est sans doute l'affirmation « Le CO2, loin d'être un polluant, est bénéfique pour la vie sur Terre ». Alors, bien sûr que n'importe qui n'a pas séché ses cours de SVT en 5e sait que le CO2 est un aliment nécessaire aux plantes, dont nous dépendons, comme tous les animaux d'ailleurs, mais que cela n'a rien d'incompatible avec le fait que c'est aussi un gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'en réfléchissant, les rayons infrarouges augmentent la température terrestre. Le sophisme repose ici sur une simplification conceptuelle. Il n'y a pas d'un côté les bons gaz qui seraient inoffensifs et puis de l'autre les mauvais qui seraient polluants, concept assez vague d'ailleurs. Chaque substance a des effets qui peuvent être bénéfiques ou nuisibles, en particulier selon sa concentration. Là, il se fait juste que le CO2 est en effet utile en tant qu'aliment des plantes, y compris à faible concentration, mais aussi qu'avec les concentrations prévisibles du fait de l'activité humaine actuelle, eh bien, l'augmentation de cette concentration va avoir des effets nuisibles pour d'autres espèces, c'est tout. Et surtout, pour en finir avec cette parenthèse, il faut être sacrément prétentieux quand même pour penser que la quasi-totalité des climatologues ne serait pas au courant de ça quand même. N'aurait pas au minimum en sciences le niveau d'un collégien. On peut parler là d'ailleurs d'une exploitation de l'effet Dunning-Kruger, en vertu duquel plus on est ignorant, plus on se surestime. Et là, c'est carrément grotesque. Bon. Bref, on voit qu'il n'est pas bien donc difficile, avec un minimum de circonspection, de réflexion, de ne pas se faire duper. Mais sans ce minimum, eh bien effectivement, on obéit à des instincts primaires, dont celui de soumission à l'autorité, exploité par ce que j'appellerais donc le sophisme d'autorité.
Celui-ci consiste à impressionner par des titres, des qualités, mais ne correspondant pas à ce qui est objectivement nécessaire pour établir solidement la vie concernée. Alors c'est parfois évident, mais pas toujours. D'où l'intérêt de l'astuce suivante, qui consiste à se demander si l'autorité invoquée est nécessaire, s'il est si difficile que ça d'établir cette vérité par nous-mêmes. Car dans le cas contraire, si c'est facile, il s'agit probablement d'un sophisme. Prenons l'exemple classique de l'intrigue policière à la Agatha Christie. Qui est l'assassin? Qui est le coupable? Pour établir cela, nous avons besoin d'indices. Pour établir certains indices, nous avons effectivement besoin de recourir à une autorité, celle de la police scientifique. Mais une fois qu'on en dispose, on peut aisément conclure, sans qu'il soit besoin d'une compétence académique particulière pour ça. Par exemple, si l'on a relevé les empreintes du suspect sur les lieux du crime, on a là un indice. Mais un indice, et plus généralement un ensemble d'indices, ne devient probant, n'incrimine véritablement le suspect, que s'il ne s'explique pas autrement que par donc la culpabilité de ce dernier. Si par exemple c'est un familier des lieux, son empreinte digitale ne l'incrimine pas, car elle peut s'expliquer autrement que par sa culpabilité. Mais si ce n'est pas le cas et qu'il prétend ne jamais s'être rendu sur les lieux, là ça va être compliqué pour lui évidemment de se défendre. Et on notera sur cet exemple que ce n'est pas le nombre d'indices qui est pertinent, comme on pourrait le penser, mais l'absence d'explication alternative à l'ensemble des indices. On a donc là un exemple où une expertise particulière n'est pas nécessaire pour conclure. Quelqu'un qui nous dirait « un tel est coupable parce que cela a été attesté par un éminent criminologue » chercherait probablement à nous berner. Car il aurait pu tout aussi bien nous dire « il est coupable parce qu'on l'a trouvé ses empreintes et qu'il était étranger à la maison et qu'il a d'abord prétendu ne jamais s'y être rendu. » Bon, pour rester avec cet exemple simple, mais vous pouvez évidemment en trouver d'autres. Et voici donc maintenant l'exemple tiré de l'actualité que je vous avais promis concernant donc le sophisme d'autorité. Il s'agit de savoir si Israël commet un génocide à Gaza. Et là, c'est relativement simple. On dispose d'une définition juridique précise du terme génocide qui stipule en particulier une condition nécessaire, pas suffisante d'ailleurs, pour qu'il y ait génocide, à savoir l'intention d'éliminer, au moins en partie, une ethnie ou nation. Alors, j'ai déjà traité cette question et je vous renvoie à la vidéo correspondante pour ceux que ça intéresse. Remarquons simplement ici qu'il s'agit d'un cas voisin de celui de l'élucidation d'un meurtre, où il faut des indices probants par défaut d'explication alternative. Alors, il y a bien dans ce cas de nombreuses victimes civiles qui pourraient s'expliquer par une volonté génocidaire, mais ce nombre peut également s'expliquer par les conditions très particulières de cette guerre, à savoir qu'Israël est attaqué par des fanatiques agressifs disséminés sous une population civile qu'ils exposent. Une preuve, un indice probant donc, ce serait par exemple une instruction de la part du gouvernement israélien de faire un maximum de victimes civiles. Le genre de preuve dont on dispose d'ailleurs pour les génocides historiques attestés. Il s'agirait bien là d'une preuve, car on ne voit pas trop ce que pourrait être là une explication alternative. Or, tout ce que l'on trouve ici, ce sont des déclarations publiques non suivies des faits, explicables par l'émotion, comme celle du ministre de la Défense israélien au lendemain de l'attaque du 7 octobre, promettant une coupure de tous les approvisionnements, sauf que ceux-ci seront seulement rationnés, en réalité, de façon précisément à épargner la population civile. Or, faute de preuves convaincantes, les génocidistes font souvent appel au sophisme d'autorité. Et ils vont même parfois jusqu'à mimer l'argument d'autorité valable en invoquant par exemple une majorité des spécialistes du génocide, comme si des compétences scientifiques pointues étaient nécessaires pour conclure ici, ce qui n'est pas le cas comme on vient de le voir. Et rappelons aussi que les sciences sociales n'ont pas la même rigueur que les sciences dures, de sorte que bien souvent elles servent des agendas idéologiques. Et à ce propos, le député Aymeric Caron a offert un exemple magistral du sophisme d'autorité lors de son intervention à une commission de l'Assemblée nationale où il tentait de faire licencier une chroniqueuse de France Inter dont il n'avait pas apprécié qu'elle l'appelle Abou Aymeric El Versailly,
c'est de l'humour, hein, bon. Et surtout qui ne semble pas relayer la thèse d'un génocide des Gazaouis. Et lorsque la directrice de Radio France explique que son média est très respectueux du réel, eh bien il trahit sa naïveté de croire qu'un sophisme d'autorité dirait le réel en énumérant une longue liste d'organismes ou de personnalités accusant Israël de génocide. Qui nous garantit le plus haut standard de vérification des faits avant leur énoncé sur nos antennes. Madame la Présidente, je vous ai entendu parler il y a quelques instants de la lutte indispensable contre la désinformation. On doit devenir des défenseurs actifs du réel, avez-vous exactement déclaré. Très bien, je suis d'accord. Selon Francesca Albanese, la Liste qui pose un certain nombre de problèmes que nous allons examiner. rapporteur spécial de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés, Israël commet un génocide à Gaza. Selon Rapporteuse, dont j'ai déjà parlé dans mes toutes dernières vidéos, et dont on connaît le biais pro-palestinien, mais citer l'ONU, ça fait impression pour qui oublierait que cet organisme n'a rien de scientifique. Selon l'Association internationale des chercheurs sur le génocide, qui comprend un demi-millier de chercheurs à travers le monde. Alors on devine là un titre impressionnant, mais que recouvre-t-il en réalité ? Bien, déjà il est trompeur, car cette association ne regroupe pas que des chercheurs ou universitaires. Elle rassemble également des militants d'associations humanitaires, des artistes, des survivants de génocide, des journalistes, des juristes et des décideurs politiques. Ensuite, l'effectif de 500 à un demi-millier pour Emmerich, qui trouve sans doute cette dénomination plus percutante, et celui de l'association, pas le nombre d'individus ayant participé au vote, qui est de 129. Sachant que, donc, sur cette centaine, tous n'ont pas estimé qu'il y avait génocide. C'est un vote. Parce que, oui, vous avez bien entendu, j'ai dit un vote. Procédure complètement étrangère à la démarche scientifique. Depuis quand c'est une majorité qui établirait la vérité ? Et notons d'ailleurs qu'une scission a eu lieu au sein de cette association, certains chercheurs estimant qu'il y était plus question de proférer des avis que de faire des recherches. Selon Médecins sans frontières, Israël commet un génocide à Gaza. Alors, Médecins sans frontières, dont la compétence réelle est l'urgence médicale. Et on a là aussi, d'ailleurs, le sophisme, je dirais, d'autorité par effet de sympathie, vu que l'on ne peut être qu'admiratif face à l'héroïsme de ces humanitaires. Mais cela ne leur confère pas d'autorité sur d'autres plans, plus intellectuels. Certes, on pourrait dire qu'ils sont sur place, mais sur place, à Gaza, ce que l'on constate, c'est l'ampleur des dégâts, pas l'intention génocidaire. Certes, MSF parle d'un nombre de victimes particulièrement élevé, sauf que celui-ci s'explique, comme on l'a vu, par la configuration très particulière de cette guerre. Selon Amnesty International, Israël commet un génocide à Gaza. Alors le cas de Amnesty International est similaire, par leur défense traditionnelle de journalistes réprimés par des régimes autoritaires. Sauf que là, ils font précisément le contraire. Ils accusent au lieu d'amnistier. Qui plus est, et surtout hâtivement, sans preuve. Enfin, ils prétendent en avoir sous la forme d'un rapport de 300 pages qu'ils ont produit pour l'occasion. Mais cela non plus ne doit pas impressionner. Car ils n'y font en fait qu'énumérer des dégâts à Gaza et des déclarations douteuses d'Israéliens. Cet ensemble de faits pouvant s'expliquer autrement que par une intention génocidaire du gouvernement. Et l'on note ici une autre variante, d'ailleurs, du sophisme d'autorité, consistant à renvoyer à une littérature massive, afin non seulement d'impressionner, mais surtout de dissuader l'interlocuteur moyen d'aller l'étudier, puisque tout le monde n'a pas forcément le temps ni le courage pour ça. Selon l'ONG israélienne B'Tselem, Israël commet un génocide à Gaza. Autre stratégie, vous voyez ici, celle consistant à mettre en avant des organismes israéliens. Parce qu'on se dit que, alors, même si les Israéliens le reconnaissent, alors, vous voyez, sauf que, il oublie de préciser que cet avis est en réalité très minoritaire dans ce pays, y compris parmi les universitaires. Et d'ailleurs, Amnesty International a dû se séparer de sa branche israélienne car celle-ci n'était pas d'accord avec cette accusation. Donc voilà, je ne dis pas qu'il n'y a pas de génocide à Gaza, ce n'est pas le sujet ici, seulement que l'accusation de génocide est pour l'instant infondée, d'où le recours à des sophismes pour l'imposer. Sophisme d'autorité, mais aussi d'autres, comme la simple répétition. Israël commet un génocide à Gaza. Commet un génocide à Gaza. Israël commet un génocide à Gaza. Ou encore le dénigrement, la diabolisation de l'adversaire.
Sophia Aram tient à cette théorie négationniste. La vraie question étant ici, mais pourquoi cet acharnement chez certains? Ne serait-il pas plus rationnel de commencer par bien analyser les causes des conflits plutôt que désigner et accabler précipitamment un coupable? Et d'ailleurs, une telle précipitation malveillante ne ferait-elle pas partie des causes des conflits? Pour terminer, petit bonus avec deux autres exemples, moins spécifiquement actuels, d'un bon et d'un mauvais argument d'autorité. Le premier concerne la rotondité de la Terre. Vérité bien établie et a priori vérifiable par tout un chacun, sauf que pour procéder à cette vérification, bien c'est coûteux, ça nécessite de se déplacer sur de longues distances, ou de disposer d'un réseau important d'observateurs de confiance et d'effectuer de nombreuses mesures de la position du Soleil, c'est pourquoi tout le monde se contente de faire confiance à ceux qui ont déjà fait tout ça. Et c'est justifié au vu du nombre et de la diversité de ces expérimentateurs et autres témoins, l'hypothèse d'un complot étant ici pratiquement nulle. Le second exemple concerne la divinité du Coran. Lorsque l'on estime un passage quelque peu immoral ou incompatible avec les connaissances actuelles, comme par exemple le fait que le soleil se coucherait dans une source boueuse à propos de rotondité de la Terre, les défenseurs de la thèse divine s'empressent de nous expliquer que nous n'avons pas interprété le texte correctement et qu'il faut faire confiance pour cela à des spécialistes, les savants de l'islam, lesquels sont fort nombreux et ont fait de longues études. Sauf que un certain nombre de détails trahissent le sophisme. Premièrement, ces spécialistes ne sont nullement des scientifiques, ce sont peut-être des savants en ce qu'ils connaissent les écrits du Coran, mais ils n'appliquent pas la méthode scientifique qui consiste en particulier à privilégier le doute. Ce sont au contraire des propagandistes de la foi en fait. Ensuite, il serait assez curieux qu'un Dieu bienveillant et omnipotent, dont on peut déjà s'interroger sur le fait qu'il n'ait transmis directement son message qu'à quelques rares élus ayant vécu à une époque désormais reculée, et de plus rendu ce message si obscur ou trompeur qu'il faille s'en référer à des érudits pour le décoder. Et enfin, le Coran proclame lui-même sa propre clarté. Sourate 22, verset 16, pour ceux qui voudraient vérifier. Ah, et j'oubliais, les savants en question ne sont pas tous d'accord, mais les plus nombreux, les plus anciens, les plus traditionnels confirment les interprétations littérales. Bref, une analyse objective de ce texte suggère une origine strictement humaine. Et si c'était là un remède au fanatisme, source de tant de violence dans le monde, en particulier au Proche-Orient? Donc voilà, j'espère que vous serez mieux équipés maintenant pour penser par vous-même, pour ne plus vous laisser manipuler en distinguant correctement entre le bon et le mauvais argument d'autorité. Et n'hésitez pas à partager ce qui vous semble utile et à commenter, surtout si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses, alors de préférence avec rationalité, ce serait mieux, car personne n'est à l'abri d'une erreur, bien sûr, et qu'ainsi seulement progresse la science et la sagesse. Merci.